Vous vous rappelez, mardi, on parlait de YouTube qui avait lancé un petit commentaire gentil pour approuver la vidéo pour dire elle est cool. Il l'a enlevé? Non, il l'a pas enlevé. Il l'a pas enlevé, seulement quelques heures après. Elle n'est pas passée une, mais il s'est quand même passé quelque chose avec la vidéo et c'est intéressant à regarder. Dollar jaune. Non. Ah. Il y a un mec de chez YouTube qui dit trop bien ce que vous faites et un mec de YouTube qui dit bah on va démonétiser. Ils disent pas pourquoi. Non, elle a été pas démonétisée pendant 3 ou 4 jours. 4 jours sans tranquille et maintenant démonétisée. Ça veut dire plus de mise en avant et plus d'argent et plus de... Pas le moindre sou dans la caisse. Ça c'est drôle alors. C'est hilarant. Pour aucune raison. C'est surtout ça, normalement tu peux voir pourquoi, non? Je crois que tu peux voir pourquoi quand c'est de la musique, Ouais. donc là tu le sais, ou quand tu demandes un examen, enfin quand tu as déjà fait un examen manuel. Et à ce moment-là ils te disent pourquoi, mais tu peux plus redemander la monétisation. Donc soit tu sais pas, donc là je confirme que cette vidéo respecte les consignes, parce que je vois vraiment pas ce qu'il peut y avoir, à part qu'on parle du quartier de la prostitution, mais on le montre pas. Premier degré, y a rien, tout est normal, vraiment. Ah voilà, c'est juste un bouton maintenant pour faire une demande. Avant c'était attention si vous mentez, on vous supprime la chaîne, maintenant c'est... Et là ça veut dire que quand ils vont confirmer qu'elle est démonétisée, elle va encore être moins mise en avant. C'est ouf, dès que tu fais un truc, je pense, qui n'est pas une émission ou la dégustation, un truc, la vidéo à Kabbalah était démonétisée aussi, parce qu'on a montré un sex shop. Le truc c'était un concombre, genre littéralement c'était un concombre, tout le reste était flouté. Après ils te disent, allez lire les règles YouTube, donc... Oui, bah oui, bien sûr. T'as Oui. montré la pauvreté, t'as vraiment montré, je sais pas... Est-ce qu'il a bien coché le fait qu'il y avait le langage vulgaire? Parce que ça il faut toujours cocher. c'est toujours coché, et puis dans tous les cas, tu démonétises pas une vidéo pour ça. Y'a rien sur la miniature qui ferait que des fois... J'ai pas mis de pendu. Non, y a pas de terme. Dans cette vidéo, vous verrez plein de choses. Qu'est-ce qu'on verra au Japon? On va voir des billets de banque de tous les pays. Waouh. On va voir un nouveau produit tout simple en plus. Des nouveaux produits tout imparfaits, mais nous avons une deuxième partie de vidéo qui est très chouette où Massa, Ben et Florent Gorge ont été rencontrer des collectionneurs atypiques. Ça régale, une vidéo assez riche, ça commence. Pour parler d'un truc un petit peu plus sympa. J'ai reçu ça hier. C'est vrai que je suis un peu tombé dans le... T'en as encore acheté un? Ouais, j'en ai encore acheté un. Comment ça sort un petit collecte quoi. Il est bien, mais regarde, t'arrives à voir ce qu'il y a marqué? Oui. Godzilla. Non, Godzilla, Marvel. Est-ce que vous saviez qu'il y avait des éditions Godzilla chez Marvel? Non. Pas du tout. Il y a des collabs Japon-Amérique. Là, c'est les années... C'est 79 en plus. Hein. Il nous reste des nouilles Goren pour refaire ça avec Jérémy. C'est vrai qu'il y a un petit truc. Mais en vrai, c'est pas ouf d'avoir un manga. Enfin, un manga. Un comique. Hein. C'est pas ouf d'avoir un comic où t'as Godzilla avec Thor et Iron Man. Et Vision qui dit restez là, les Avengers, on va laisser The Wasp arrêter Godzilla. Après, peut-être que dans les comics, The Wasp est bien plus fort qu'Iron Man. C'est vrai ça. En vrai, Non, il est vraiment pas fou. Ça pue sa mère. Non. en vrai, je suis presque dégoûté qu'il soit gradé parce que j'aurais bien aimé le feuilleter vite. Bah attends. Moi je suis sûr qu'il y a un peu. 7,5 c'est bien. Ah, ça dépend de l'année. Pour quelque chose de 79, ça va, mais sinon c'est pas incroyable. Quand t'as un truc qui est plus au-dessus de 9, c'est bien. Et ça veut dire que je l'ai payé 5 fois moins cher que 10 fois moins cher que c'était un 9 et 4 quoi. Le rat. Discret, prudent, intelligent. Je trouve ça incroyable comme Ouais, c'est fou, ouais. Hier on a découvert Mario Fit Picsou et aujourd'hui on a Godzilla Fit Adventure. Je trouve ça trop bien. En tout cas il y a aussi du positif dans la vie. Oula, ça c'est à toi. C'est à moi ça? La bleue? Attends. Une notice depuis hier. Je vous tease depuis hier. Là-dedans, il y a deux choses très différentes qui concernent toutes, tous imparfaits. La première, est-ce que tu sais ce que c'est? Oh. Est-ce que ça vous dit quelque chose à votre avis? À l'ancienne? Oui, à l'ancienne, mais Collection classique. c'est le retour d'une collection différente, d'une collection qu'on a appelée Basics. C'est les prototypes. Ah ok. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on les ouvre tous ensemble. Bon là pour l'instant on a reçu que les L. Dans le futur on recevra les 3 tailles L, M, S. Faut qu'on les ouvre, faut qu'on regarde. Si ça va, ben ça sera sûrement de retour sur la boutique. En sachant que c'est des nouvelles couleurs. Celle-là elle n'était pas sortie je crois. Non. Le noir je trouve avec le bleu marine tu vois ça fait pas assez contrastant. Ouais. En l'ouvrant je pense que ça va être c'est pas grave. Ah oui Ah si, il y a quand même une diff. À la cam tu... Ouais, si. Ouais, après il y a trop peu de diff je pense. Ça fait des années que t'en as pas ressorti un design comme ça. Un design simple, tant demandé, et oui ça fait quand même longtemps qu'on Là, le travaille. là on c'est le t-shirt avec la broderie. Ensuite on a reçu des maillots floqués. Ah. Snoopy. Ouais. Je sais pas, mais toi, attends. Des carambars. C'est pas la vibe à l'ancienne. Oh si. Eh ben c'est cool, on a tous un maillot e-sport. Mais toi tu l'as déjà. Mais toi tu l'as déjà. Ah, viens pas râler. Il Oh. a pas de petit cadeau, il est pas content. Prends tête solo à la place. Oui c'est vrai que Tetsulo il est pas là. Rudy, merci. Des bisous.
Ouais, ça va. Le plaisir de mettre un t-shirt neuf déjà. C'est les mêmes coupes que les nouvelles coupes. C'est le même coupe que les nouvelles coupes. Moi Bien. je trouve ça va bien. Ah, moi j'aime J'ai bien. j'ai l'impression qu'ils sont plus légers. Le grammage on a un peu assoupli. Ah, ils sont plus légers. Qu'est-ce que vous en pensez de cette couleur, les amis? J'en pense que ça va dépendre de quand ça sort. Ben ça peut sortir si je dis pas de bêtises cet été. Bah oui, il faut que ça sorte cet été vu qu'ils sont plus légers. Mm. Ça sent qu'ils sont légers en fait. Là. Ah ouais? Ouais. Tu peux? Oh, c'est vrai. C'est agréable à toucher. Mais ce qui est cool c'est qu'on voit pas à travers là. Sur les t-shirts là on peut voir à travers tu vois. Qu'est-ce que vous en pensez de cette couleur? Moi j'aime bien. Moi j'aime bien. En vrai, j'aime pour bien. j'aime bien, mais En vrai, Toi aussi t'aimes bien un petit peu. Toi ça te va bien? En vrai, j'aime bien. Ça change un peu. peut-être ça, marron. Ah. Ou on reprend un bordeaux un peu plus foncé. Non, ça fait trop. C'est trop risqué. Ouais. Trop risqué. Après, ça ressemble beaucoup à ça aussi. Ah, j'ai peur en fait. À tout Bah, ne moment, bouge. elle se fracasse sur le sol. Fais-moi toute cette séquence comme ça. Je vais jamais y arriver. C'est une En performance, plus, je peux y j'arriverai arriver. pas à faire quelque chose de dynamique. Benoît dit toujours il faut être très dynamique. Et là, je peux pas bouger d'un centimètre. Moi, je peux bouger. Ah, Concentration et précision. vous voyez tout ce que vous pouvez faire, tout l'amusement que procure cette magnifique. Gourde, Encore disponible. Inscrit. Oh merde. c'est bon. Attends. Non, t'as Attends. droit à une deuxième vie. Une Ah ouais, deuxième vie, Bah attends, j'en profite pour me lever, pour flexer. J'ai pas du tout assez flexé par rapport à ce maillot. Ça met bien. T'as vu, il y a mon nom, oui. Ouais. Et j'ai appris que c'était Marseille, je crois. Le 13. Ouais. C'est pas pour ça. Mais Marseille, peut-être qu'en fait je suis liée à eux à cause de ça, tu vois. Le sein. Je vais me faire taper. Bon, e-sport. E-sport. Non. J'ai essayé. Non, faut lâcher. Tu peux pas parler tant que t'as pas... C'est super dur. La semaine passée, il y a une vidéo qui est sortie sur la chaîne YouTube d'ici Japon e-sport, qui était sur Smash au Mexique. En sachant qu'il y a énormément de joueurs, c'est très perturbant. Il y a... Impossible. Bon, tant pis. Encore un échec. Encore un échec. Et on va parler encore d'un autre échec. Donc une magnifique vidéo qui est sortie sur Smash au Mexique, qui est une vidéo narrative assez intéressante. En vrai, moi je l'ai matée, je la trouve très cool. C'est un sujet quand même relativement niche. Toi-même, cite-moi des... Bon. Ah bah c'est parfait, vas-y. Cite-moi des joueurs Smash de Mexique. MK Leo, Spargo, Big Boss. Cite-moi maintenant des joueurs de Smash suisse. Voilà, tout ça pour vous dire, il y en a plein, Oui. et qui sont assez mythiques. Sauf que cette vidéo, on doit le dire, hein, on parle des flops aussi, Ça et là, marche. flopax. Ça marche pas. Et là, flopax, elle ne marche pas. J'ai demandé à notre cher Rhodes, je lui ai dit, à ton avis, pourquoi est-ce que ça va pas marcher? Pas marcher, ça veut dire que ça a pas du tout fait les vues qu'on attendait, alors que la vidéo est franchement sympa. Donc il m'a fait un petit vocal de 6 heures que Timothée va me condenser. On peut voir qu'elle a fait 30 000 impressions et sur ces 30 000, il y en a 10 000 qui viennent de suggestions d'autres vidéos. Ce qui fait qu'on tombe à 2% de clics par impression. Faut savoir que sur les 10 000 impressions, en fait, ça a été que par des Attends, choses. c'est Skyheart qu'on a là 30 000 impressions. Elle a fait 30 000 vues? Non, elle a pas fait Non, 30 elle 000 a vues. jamais fait 30 000 vues. 30 000 impressions, je crois que c'est les gens qui la voient apparaître. C'est comme sur Twitter, c'est les D'accord. petites Mais barres. personne ne regarde ça sur YouTube. En fait, c'est ça qui est terrible, c'est que vu qu'il est dans la méta de tout regarder, de se dire pourquoi, d'essayer de comprendre, en fait, j'ai l'impression que plus tu essaies de comprendre, moins tu fais de comprends. vues, et plus tu galères, et plus tu te dis, c'est certainement parce qu'il avait un chapeau rouge, enfin, tu vois. Genre du Louis-San qui teste des buffets, des plats japonais qu'il a jamais testé chez Malo, le procès Didi. Ah Attends. Ça, c'est en gros, tu peux voir sur YouTube d'où viennent tes vues. Ah. Et en fait, c'est des gens qui ont regardé ces vidéos-là. Ok. Après, ce qu'il Ils aurait ont suggéré, cliqué, c'est ça. oui. Donc, ce qui est un peu surprenant, parce que quelqu'un qui veut, qui regarde une vidéo de Malo, c'est un style complètement différent De de l'e-sport. Smash, le Smash au Mexique. Donc, forcément, ils vont la voir apparaître, mais ça va pas correspondre à ce qu'ils veulent regarder. Je pense que la miniature et le thème aussi n'aident pas trop, mais d'habitude on arrive quand même à faire nos 3-4 000 vues. Quelque chose qui explique, c'est que les vidéos narratives ne marchent pas, et encore moins celles où il n'y a pas la tête de Benoît. Chez Je nous, résume un peu. sur les vidéos narratives, ça marche bien. Ouais, c'est ça. En fait, un des soucis, entre guillemets, qu'on a avec la chaîne e-sport, c'est que c'est vraiment une chaîne qui est liée à Benoît et à la personne de Benoît. Donc, forcément, là, c'est pas lui qui raconte l'histoire. Et en plus, il est pas sur la miniature, c'est un sujet un petit peu particulier. Il y aura bientôt la vidéo du Kagaribi qui va le relier un peu avec Smash. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, en fait, les gens qui aiment avant tout Benoît, son contenu, sa personne, bah, c'est vrai qu'ils cliquent là-dessus, ils se disent où est mon Benoît. Ouais, Donc, ça peut effectivement expliquer. Et en fait, si les abonnés déjà ne cliquent pas, bah forcément ça ne clique pas. Un truc est aussi que les abonnés, j'en ai plusieurs, alors c'est des dizaines de personnes à l'échelle de 16 000 abonnés, c'est à voir, mais ceux qui activent la cloche n'ont pas la notif et ne voient pas dans leur abonnement. Du coup, bah ne cliquent pas et ne voient pas les vidéos, et je pense que ça n'aide pas. Ça arrive partout. Ça même arrive, chez hein. nous, même. C'est en gros, je sais pas si vous voyez, mais sous la chaîne, vous pouvez vous abonner, faites-le d'ailleurs maintenant. Et vous avez une petite cloche à côté qui normalement fait que, en plus, quand une vidéo sort, vous T'as êtes une notif. notifié. Sauf que YouTube, mais ça fait des siècles. J'ai l'impression que quand je regardais YouTube, que j'étais petite, il y avait déjà ce problème-là. Ouais. Je sais pas si c'est un problème ou si c'est YouTube qui fait exprès. Hein. Il y a certaines vidéos, ils te la mettent, et il y a d'autres vidéos, ils te la notifient même pas. À voir. Je vous laisse aussi mettre vos hypothèses. Donc effectivement, si vous voulez aller sur cette vidéo-là, donc Smash au Mexique, et nous dire si vous avez pas cliqué parce que la minia vous faisait pas envie, le thème vous fait pas envie, c'est ok. Hein. De toute façon, c'est des laboratoires avant tout. On elle a est de la jeune, la chance. chaîne, hein. Elle est super jeune. Et en fait, il y a un peu un biais de se dire
n'importe quelle personne qui est influenceur va faire autre chose et ça va instantanément marcher et ça va se répercuter, mais en fait non, pas forcément. Enfin, on a la chance d'être très diversifié, donc t'as certaines branches qui fonctionnent, d'autres un petit peu moins. Et là c'est vraiment un laboratoire. Donc... Là en vrai c'est une sous-branche en plus. Oui. Parce que c'est l'e-sport, ouais. C'est une sous-branche de la branche e-sport, donc on peut se permettre des essais dessus. Allez volontiers voir cette vidéo, vous dire pourquoi vous l'avez pas vue. Bah voilà, retour plateau. Allez. Bon les amis, je vais bientôt vous dire bonne fin de semaine, bon week-end et vous dire un mardi je pense de mon côté, quoique il y aura peut-être quelques petites interventions à distance, mais je pars en Chine actuellement, aujourd'hui même, là maintenant, avec la famille, donc on va se préparer. L'idée c'est que déjà, deux choses, le passeport déjà. Quel est l'enfant qui ne vient pas avec nous? Lui il vient, lui il vient pas. Hop, toi tu restes à la maison, t'es puni. Ça part en Chine. C'est bien parce que du coup j'ai des nouveaux t-shirts à tester pour regarde-moi, bah c'est que des L. C'est parfait avec cette casquette en fait. C'est parfait avec n'importe quelle casquette, encore mieux. Bah ouais. Le matos, du coup, Osmo Pocket. C'est la deuxième vidéo qu'on va se tenter de filmer sans prendre ça et en prenant ça, parce que la dernière c'était plutôt un succès et en plus on va être dans des endroits où la caméra elle est peut-être pas trop autorisée. Donc ça, on est bon. J'ai oublié la moitié. Mais qui branche les trucs? D'habitude c'est jamais rechargé. C'est moi. Ça va être ça mon setup. Et ensuite il me manque de l'argent. Ouais. Ah, on passe au coffre-fort? Ah oui, on passe au coffre-fort. Le rituel du départ en voyage. Non je déconne, il faut une clé. Chine. Non, c'est Europe ça. Ah d'ailleurs si vous trouvez au bureau quelque part des billets suédois. Parce que la dernière fois je suis parti en Suède et je sais pas ce que j'ai foutu des... Je sais même pas à quoi il y a un monde dans lequel je les ai laissés en France quelque part. Europe. C'est un nom. United States of America. C'est un nom. Dubaï. C'est quoi qu'on cherche déjà? La Chine. Chine, Won. Parce que là j'arrive sur la Corée, je me dis c'est un peu la même chose. Alors, on met tous les billets dans le même sens déjà. Un petit peu de respect pour la Suisse. Pourquoi ils ont un billet qui fait 3 fois la taille des autres? Oh, attends, il fait flipper derrière. Ah oui, d'accord. Alors en fait ce qu'il faut savoir avec les billets suisses c'est que là on voit un ancien billet de 100 francs avec cette magnifique œuvre de Jack. Y'a que les Suisses où tu regardes les images dans ce sens là? En général je prends n'importe quel billet, c'est un truc dans ce sens là, on est d'accord? Oui bien sûr. Pourquoi les Suisses font dans ce sens là? Trop bizarre les Suisses. Déjà ils sont que 2,3% à regarder cette chaîne. C'est vrai ça. Australie, j'adore les billets australiens. Tu vois, chaque fois que je voyage, il faut toujours prendre des liquidités, particulièrement en Chine où il y a plein de cartes qui passent pas. C'est contradictoire la Chine parce que tu payes tout avec ton WeChat, tout avec une app. Les cartes c'est un peu plus dur, mais ils te prennent quand même du liquide partout parce que personne ne refuse de l'argent. Alors tu vois, ça c'est la Chine, tu vois, on a rien à... Ah ouais. Chine toujours pas mal parce que toujours des problèmes. Donc la technique c'est de payer d'abord avec sa carte ou son téléphone ou son app et si ça marche pas, toujours avoir pas mal de cash. Après ça dépend des pays, il y a des pays tu peux te balader avec beaucoup de cash ou pas. En Asie en général il y a aucun souci. Ça c'est vraiment de la merde, c'est un yuan. C'est comme un yen genre? C'est quoi? C'est 10 centimes genre. Ah ouais, ok. Y a pas de pièces? Ils ont aussi des pièces je crois. Allez, ça part là-dessus. Le reste des billets du pays du monde. Vas-y je t'en sors un au hasard, t'essaies de trouver ce que c'est. Allez. Tac, vite fait. Hop, 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 hop. Thaï. Oui, Thaï. Angleterre. Canada. Canada. Il y a vraiment la feuille. Ah oui d'accord, oui. Allez, un petit dernier. Oh, il est pas facile celui-là. Hop, le lion. What? Hong Kong. Hong Kong, bien joué. Oh, putain. Allez, on continuera ce jeu. Il y a HSBC sur le billet. Une autre fois. Ah, c'est l'heure de la messe. Pourquoi il y a une cloche? Allez, c'est pas tout ça, on vous laisse avec l'équipe en France qui a répondu à votre demande parce que vous avez été des centaines, littéralement, à nous contacter sur les réseaux sociaux pour aller voir une personne en particulier en France relatif au projet Odyssée. Et ben, on y est allé. Enfin, ils y sont allés. On est du côté de Bordeaux et nous sommes venus à la rencontre des acteurs qui font vivre l'histoire et la préservation du jeu vidéo. Et donc on est venu voir le musée Replay, l'association de Franck et Olivier. Bah voilà, ils sont là, dans les décors. Enchanté. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ce que vous faites? On est une association dédiée à la préservation du rétro gaming, beaucoup micro-informatique, jeux vidéo, consoles, un peu quelques bandes d'arcade. Voilà, on fait beaucoup d'expos autour de Bordeaux et maintenant un peu partout en France. L'origine du nom Musée Replay vient du fait que quand on a créé l'association, c'était pour un projet de musée qui devait se concrétiser à Bordeaux. Malheureusement, il a capoté. On a gardé quand même le nom et l'assaut et on a continué à évoluer avec notre propre histoire, avec les expos et continuer aussi à essayer d'ouvrir un musée un jour. Il y a un gros volume quand même, un atelier de réparation j'ai l'impression. Donc ça c'est vraiment le travail de préservation que vous mettez en avant là-dessus. Vous réparez vos machines. On s'est formé depuis plusieurs années à essayer de réparer au moins le minimum quoi. Les mémoires qui flanchent, les condensateurs, ce qu'on peut bricoler nous-mêmes, on le fait. Vous avez un domaine de spécialisation particulier? 80% de la collection, c'est des ordinateurs. Étant né en 71, effectivement, je suis plutôt une génération qui a grandi avec l'arrivée de l'informatique dans les foyers. Donc ouais, ça a conditionné. Mais après, tout nous intéresse. Dans la collection, il y a aussi des centaines
de consoles de jeux. C'est vrai que d'un point de vue historique, votre association, quand bien même le nom est plutôt récent, vous êtes une des plus anciennes. On était un peu au départ de ça dans les années 90-2000. Mon œil s'est posé sur une pièce spécifiquement que j'ai eue dans les années 90. Il est incroyable, il est magnifique. Oh là là, quel bonheur. Un ordinateur console, tu vois, le chemin parfait pour l'apprentissage et le jeu. Quelle machine. Incroyable. C'est incroyable, ça c'est une super machine. Et moi je vois un truc qui m'impressionne là tout de suite. Qu'est-ce que c'est que cette Game Boy géante? C'est une des 4 ou 5 Game Boy géantes construites à l'origine par David Baget. Elle nous a bien servi, elle a tellement servi qu'elle s'est beaucoup abîmée, détériorée, donc on l'a vachement améliorée. Ça plaît énormément. Ouais, les gens à chaque fois ils nous disent mais on peut y jouer? Ben oui, on peut y jouer. Et vous en avez d'autres, des machines un peu comme ça, géantes, un peu attraction Ouais, on a la Game & Watch géante qu'on a construite l'année dernière. Ah ouais, magnifique. Ouais, chaque année on essaie d'avoir un projet d'un truc original qu'on fabrique. Mais c'est vous qui le faites de vos petites mains ou vous Franck avez... est super doué pour tout ce qui est bricole, gros œuvres on va dire, bois, etc. Moi je m'occupe plus de la partie logicielle, informatique derrière. Donc à deux on arrive à faire des trucs et ouais c'est chouette quoi. Tous les trucs géants comme la Game Boy ou la Game & Watch, ce qui est cool c'est que les familles peuvent jouer, il y en a un qui s'occupe d'un bouton, l'autre de l'autre, c'est vraiment sympa. Alors on est une association minimaliste puisqu'on est surtout deux très actifs, donc Franck et moi, et on se complète très bien et on réalise tout nous-mêmes. Et puis après on a tout un ensemble de sympathisants, on va dire, de gens qui viennent nous aider si vraiment on a des trucs trop gros ou des déménagements ou des expos où il faut des bénévoles pour nous relayer, etc. Mais on fonctionne en équipe très vite. Tout le mur qui fait le tour, c'est les ordis. Et ça commence là-bas à A. Au début, on a classé par très grosses marques. Donc, tu as Apple, Amstrad, Commodore, Atari. Et puis, à partir de là, ça reprend par ordre alphabétique sur des petites, plus petites marques. Je vois une belle pièce là, c'est le Micral. Et c'est a priori le premier micro-ordinateur avec microprocesseur au monde. On a eu beaucoup de chance de trouver un exemplaire. C'est quelqu'un qui faisait la maintenance sur les autoroutes, sur les péages d'autoroute où il y avait pas mal de Micral mais dans des armoires. Et lui, il venait en maintenance avec sa valise qu'il ouvrait et dans la valise, il y avait cette façade Micral qui est reliée aux machines pour intervenir. C'est un vrai ordinateur multifonction où tu peux le programmer. Donc tu rentres ton adresse en binaire, tu rentres ton instruction que tu peux mettre en binaire aussi sur 8 bits. Et puis après tu écris dans la mémoire, tu as écrit cette instruction dans cette adresse. Puis tu changes l'adresse, puis tu changes l'instruction, tu écris. Ça c'est ce qu'il y a avant le clavier et la visualisation. Donc c'est vraiment l'archéologie de l'informatique. Quand tu as un musée ou une collection, il y a un problème de classement. Ouais. C'est-à-dire que tu viens, tu mets tes étagères, tu mets toutes tes machines, tu les classes très très bien. Et puis au fur et à mesure, il y a des dons qui arrivent, des achats, des acquisitions. Et tu sais pas où les mettre. Donc c'est soit tu prévois de la place à l'avance pour pouvoir mettre d'autres choses, mais c'est frustrant parce que tu as l'impression de perdre de la place au départ. Soit tu mets les choses où tu peux après, c'est-à-dire par terre. C'est pour ça que c'est pour ça qu'il y a des choses. Jeux vidéo. 6 jeux vidéo. Ah bah voilà, ça c'est beau aussi ça. C'est une console SOE, donc Société Occitane, sauf que ça a été fait en marque blanche pour Saft Leclanché, qui était un fabricant de piles français à la base. Mais comment fait-il pour durer aussi longtemps? Il est branché sur les nouvelles piles alcalines Saft Mazda. Elles durent plus longtemps que les piles classiques. Nouvelle pile alcaline Saft Mazda LR6, 35% de durée en plus. Et donc c'est pour ça qu'elle est à cette marque-là. Mais à l'époque, vraiment, toutes les consoles pouvaient être réutilisées en marque blanche pour plein d'autres sociétés. Regarde la photo de la famille qui joue. Tu vois, la Wii n'a rien inventé. C'était déjà le cas avec SOE, quoi. Ce qu'il y a de très très rare sur cette photo, c'est que la fille joue. Ouais. Sur la plupart des photos d'époque, fait années 70, c'est toujours les garçons qui jouent et les filles qui sont à côté qui sont hyper contentes. Et donc ça c'est génial de voir que eux non, ils ont pris la photo, la fille aussi. C'est quand même le mec qui gagne, je veux pas dire, mais... Et là on arrive à la marque Amstrad. Amstrad a été très prolifique, mais notamment des machines comme ça. Ah ouais. Portable avec l'écran. Ce qui me passionne moi, c'est que
chaque machine que tu vois là, tu la prends, il y a des centaines de jeux dessus. Différent d'une autre machine que tu vas prendre, mais chaque ordinateur c'est une machine de jeu, sauf que tu pouvais la programmer aussi, faire tes propres jeux. Mais elle fait partie intégrante de l'histoire du jeu vidéo. Il y a eu beaucoup de gens qui ont connu le jeu vidéo par les ordinateurs. J'ai monté une sorte de collectif de gens motivés qui s'appelle les Retro Programmers United for Obscure Systems, où en fait on essaie de programmer des nouveaux jeux pour les machines les plus pourries qui existent. Donc les ordinateurs, vraiment les pires, ceux qui ont été oubliés, qui ne sont pas très bien vendus. Et nous on les prend et on essaie de développer des nouveaux jeux pour eux, 40 ans après. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de jeux qui sont créés pour les machines populaires, Amstrad, Nintendo, mais personne ne s'occupe de ces petites machines obscures. Et elles sont bien tristes, donc nous on essaie de faire des nouveaux jeux pour eux. Objectivement, ça intéresse combien de personnes une fois que les jeux sont terminés? La question qui tue. En fait, ça m'amuse de me dire que en 2100 ou en 2200, il y a peut-être des gens qui vont rebrancher un lecteur Micronic et qui vont peut-être trouver ce jeu et le lancer. Et donc quand tu programmes un jeu, c'est un peu comme une œuvre d'art, c'est un morceau d'éternité en fait. Tu crées quelque chose qui va peut-être traverser le temps et qui sera rejoué par les autres peut-être dans 10 ans, peut-être dans 50 ans, peut-être dans 200 ans. Donc déjà ça suffit. Écoute, avec l'éclairage, la largeur, on est vraiment dans un temple sacré. On a l'impression vraiment de faire une découverte à chaque pas, c'est vraiment chouette. C'est des choses comme ça que j'aime beaucoup. Ça c'est le clavier que tu rajoutais sur l'Atari 2600. Et ouais, il rentre pile sur la console, quoi. Il est vraiment prévu pour être sur la console. Imaginez-vous passer à l'aéroport avec ça. Une petite valise, une mallette. S'il vous plaît, vous pouvez ouvrir la valise. Ouais, je vais ouvrir la valise. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Un ordinateur. Oui. Je pense que ça passe pas la douane, ça. Hein. Non, ça. Mais monsieur, c'est un ordinateur, c'est pas une. Ouais, ça, mon ref. Ouais, avec les boutons là, c'est un peu suspect, ouais. On l'a trouvé sur un vide-grenier. Et du coup, après, l'enquête a commencé. On s'est dit, mais c'est quoi ce bordel? Il n'y a pas de marque, il n'y a rien, il n'y a pas d'infos. Bon, on l'a branché, ça marchait tout de suite. Il y avait plein de trucs, de chiffres qui s'affichaient, etc. Et en fait, à force de chercher sur les forums, de poser des questions, on a trouvé que c'était un ordinateur tiré d'un bouquin écrit par des profs français. Ah ouais, carrément, tu allumes. Je suis pas sûr qu'il remarche. Il nous reste combien de secondes? Putain, j'avoue, il y a vraiment les trucs... limite, il n'y a pas le haut-parleur qui fait bip bip. Du coup, j'ai récupéré le bouquin, je l'ai lu en entier. J'ai essayé de comprendre comment il fonctionnait, du coup j'en ai fait une vidéo sur ma chaîne. Et en fait c'était un ordinateur fait maison par un passionné. Je vais vous expliquer partie par partie de quoi il s'agit, comment le programmer, quelle est son histoire. On va faire des tests, etc. On va bidouiller un peu avec. C'est le genre de machine d'ordinateur qui est fait pour comprendre comment un microprocesseur marche. Tu vois vraiment pas à pas, cycle par cycle dans le microprocesseur, comment il fonctionne, comment il ouvre les canaux des bus pour faire appel à la mémoire, comment les données reviennent au microprocesseur. Quand t'as dit bouquin, je pensais que c'était, enfin tu sais, vu que c'est dans une mallette, c'était genre adapté d'un bouquin de fiction, mais en fait rien à voir. C'est vraiment un bouquin qui explique comment faire un ordi. Ouais. Ok. Du coup, tu comprends cet objet maintenant que tu as lu le bouquin. Ouais, je l'ai compris au moment de faire la vidéo. Là, tu me demandes, je serais peut-être pas, mais je comprends comment il fonctionne en gros. L'histoire est incroyable. Enfin, juste pour ça et toute la partie, la quête, la recherche, c'est quelque chose d'incroyable. Ça te permet de vraiment comprendre comment la machine fonctionne. Tu es en contact direct avec le hardware, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Il y a tellement de couches logicielles. Les gens n'ont plus de contact sur le matériel lui-même. Là, on a un vieil exemplaire de console de type Paddle and Ball, un challenge que vous n'oublierez pas. Voilà. Mais tout le monde a oublié la console. Ça aussi, c'est une des toutes premières consoles de l'histoire. C'est vraisemblablement 1975. C'est une marque anglaise. Et c'est Videomaster. Et là aussi, bon, ça s'utilise avec des piles. On dirait juste une plaque pour faire des takoyaki. Je suis assez d'accord, on dirait une plaque de takoyaki. Mais ça ne marche pas. Ne mettez pas de poulpe dessus, ça ne sert à rien. L'Olivetti Programma 101, c'est une sorte de calculatrice évoluée, mais qui se programme. Et elle a des cartes magnétiques que tu peux insérer ici pour sauvegarder tes programmes et lire tes programmes. Et ça, c'est en 69. Au niveau de l'histoire de l'informatique, c'est vraiment... Enfin, pour les connaisseurs, c'est une pièce maîtresse. Et la NASA avait pas mal de programmes A101 pour les programmes spatiaux, pour faire les calculs de balistique, etc. Alors, au niveau des expositions, on fait un peu de tout. En fait, on répond aux clients qui peuvent être
des petites médiathèques ou ludothèques, donc des fois ça peut être sur quelques mètres carrés, on met quelques machines sur des tables, à des très grosses expos, genre pour des acteurs culturels importants, genre des centres de médiation scientifique en France. Je pense qu'on a une expérience où on a fait un peu toute taille d'exposition. Et puis il y a quelque chose qui est important pour nous, en tout cas, c'est la médiation. Poser une machine, que les gens puissent vivre la machine en jouant à un jeu, mais qu'autour il y a un contexte historique qu'ils puissent apprécier l'histoire de différents systèmes. Et ça, voilà, c'est notre prochain projet. C'est une board Valadon Automation, je ne sais pas si vous connaissez. Mais bien sûr, j'ai jamais vu de design comme ça. Il y a des pieds, j'imagine? Oui, il y a des pieds qu'on doit reconstruire, c'est des pieds très particuliers qui sont en forme de... comme des robots dans Star Wars. Pratiquement le premier jeu qu'ils ont fait, c'est le Bagnard. C'est le premier jeu d'arcade français et il est juste incroyable. C'est le premier carton du jeu vidéo français à l'international. Ouais. Il y avait même des synthèses vocales. Je savais même pas qu'il existait des bornes françaises. Il y avait les René Pierre évidemment, tout ça, mais c'est des bornes génériques. Mais celle-là, c'est vraiment un design. En fait, je lui posais la question au créateur du jeu. Et l'anecdote marrante, c'est qu'il me disait que c'était Monsieur Valadon qui avait un sacré coup de crayon. Et en fait, c'est lui qui a dessiné ces bornes. C'est vraiment son projet à lui. Pour nous, c'est tellement un monument du jeu vidéo français qu'il faut lui rendre hommage. Donc, on a récupéré une borne Valadon Automation. On va mettre le Bagnard dedans, on va la restaurer évidemment, dans son jus, avec le cendrier. Et on va faire tout un panneau géant d'explication de voilà, qu'est-ce que c'est. Pour bien que les gens comprennent qu'on a affaire là à un jalon important du jeu vidéo en France. C'est vrai que le grand public ignore totalement, alors que c'est pas Donkey Kong, mais c'est pas loin quoi. Ouais, soit ils ignorent totalement, soit ils connaissent, mais ils savent pas du tout que c'est français. Ouais. Super projet. Aïe aïe aïe. Et après on a récupéré ça qui était une opportunité aussi. C'est une des premières bornes de jeux vidéo de course de voiture. Speed Race, c'est un monument du jeu vidéo japonais, hein. Vraiment c'est la première grande série de jeux de course avec le premier scrolling de l'histoire. Mais j'avais jamais vu la version occidentale. Et effectivement elle est vraiment à retaper là. Ouais. Et en fait on se retrouve, sans faire exprès, avec toute une série de machines représentatives de l'histoire du jeu vidéo de course. Ouais. Entre la Speedway, la Speed Race. Ça c'est une demi-borne qu'on a faite en même temps que ces bornes-là. Donc c'est la même base sauf qu'on n'a pas fait le haut. Et derrière tu as un trou et c'est pour projeter. Au début on l'a toujours, hein, on a mis un contrôle panel, 2 manettes, 6 boutons. Et puis l'année dernière c'est un des projets qu'on a fait, on s'est dit putain le jeu Lunar Lander, là on adore, vectoriel, truc, tu dois atterrir sur la Lune. On s'est dit on va le refaire en fait. Et donc Franck s'y est lancé, donc il a construit tout ça en regardant un peu sur internet. Et c'est pour jouer vraiment au truc. Donc ça c'est quand tu actives le réacteur du module lunaire. Et on est allé jusqu'à rentrer un truc qui vibre, donc t'as le gros son, t'as toute la bande qui vibre avec ça qui vibre dedans quoi. C'est super. Vous êtes forts les gars. Alors oui, les difficultés de ces derniers temps, c'est que plus on a fait d'expos, plus on devient un peu connu, plus on engrange du matériel par des dons, par des acquisitions, rarement par des achats. Et il y a un problème de stockage. Et le stockage, c'est un problème d'espace qu'on doit généralement payer, que les loyers ne sont pas donnés. Et donc là, on vient d'apprendre que le stockage, le local où on se trouve aujourd'hui, on le perdra d'ici fin juin. Donc notre priorité là, c'était de trouver un nouveau local, un nouvel espace où on puisse continuer à avoir notre activité et s'occuper de toutes ces machines. Comment vous pouvez nous aider? Parler de notre crowdfunding qui nous aide à passer cette étape en nous aidant à payer ce loyer du prochain local, et puis à parler de notre projet autour de Bordeaux. Peut-être qu'il y a des gens de bonne volonté qui seraient heureux d'accueillir nos activités culturelles et de médiation. Merci infiniment pour ton accueil. Merci à vous. Merci Olivier. Venu nous voir. Et franchement bravo pour votre pugnacité, votre courage, parce qu'à deux, c'est vraiment pas simple. J'espère qu'on pourra rester en contact et faire des choses avec plaisir, ensemble. J'espère bien. Ouais. Merci beaucoup. Merci, merci à vous. Salut. Ciao. Il est temps de rentrer, hein. Allez, direction Bussy. C'est parti. Bon voyage. Salut.